et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau Arnaud Gien, directeur d'iShares France. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Ah, ça fait plaisir de vous revoir sur le plateau et on se retrouve pour notre rendez-vous palmarès ETF pour le troisième trimestre 2025. On a un tout petit peu fait évoluer la formule, on va revenir dessus, on va s'intéresser désormais au flux sur les 3 derniers mois, les plus gros succès, les plus gros revers aussi sur la période. Déjà Arnaud, est-ce qu'on peut revenir sur les grandes tendances de ce trimestre ? Alors on a effectivement une forme de continuité avec ce qu'on a pu connaître. On a un socle un peu global, en tout cas sur des prises de participation et d'investissement sur des indices actions monde. On a une certaine forme de prudence sur l'obligataire, on va y revenir. Oui. Et on a effectivement l'or qui effectivement continue en fait sa poursuite et son attrait auprès des investisseurs. Ouais, l'or qui vient de dépasser les 4 000 $ l'once, on peut facilement comprendre pourquoi. Je le disais, on va faire un petit point sur la méthode. D'abord, on va parler des flux dans ce palmarès et non pas de la performance des différents ETF. Tiens, pour expliquer simplement la différence, flux net, flux brut, la différence par rapport à la perf. Oui, alors là, on ne regarde pas effectivement la performance. Quand on parle de flux, on parle des investissements retraités, des retraits d'argent et donc des rachats. Donc c'est vraiment, on parle de flux net. Donc on regarde les achats sur cette période, on regarde les ventes et on regarde le net entre les deux, qui nous donne ce qu'on appelle le flux. Donc c'est vraiment ce sur quoi les investisseurs ont décidé d'investir ou de désinvestir sur la période, si j'ai bien compris. Exactement. Si je prends un exemple, si j'ai un flux de 200 millions, oui, ça peut vouloir dire qu'il y a eu des achats de 600 millions contre des ventes de 400 ou juste 200 millions net. Oui. Mais ça nous donne en tout cas une indication sur comment les investisseurs, effectivement, ont décidé de se positionner sur ce troisième trimestre. Bon, et bien justement, sur ce troisième trimestre, qu'est-ce qui a le plus fonctionné, sur quoi les investisseurs ont eu envie d'investir ? Eh bien, donc je l'évoquais, en fait, il y a eu peut-être 2 phases, c'est-à-dire que l'été, qui est en général un moment assez particulier où il y a moins de transactions et de prise de participation, ça n'a pas été le cas cette année. Donc là, vraiment, le troisième trimestre actif, a été plus fort même que le deuxième, avec un certain engouement et appétit pour le risque. Peut-être qu'il y avait eu de l'attentisme, notamment en début d'année avec les annonces de M. Trump. Là, en tout cas, l'argent a été déployé plutôt sur des actions monde, je le disais. Donc on a effectivement, sur les 2 premiers mois, juillet et août, environ 2,9 milliards de flux nets, effectivement. Derrière, très rapidement, on a les actions américaines au travers de différentes typologie d'indices, mais globalement, on parle de grosses capitalisations américaines qui ont très bien fonctionné aussi sur le trimestre, avec des fortes proportions, à avoir des biais sectoriels autour de la technologie qui ont collecté, donc à la fois sur des versions qui sont plus traditionnelles S&P 500 ou des versions qui sont avec une forme d'intégration de durabilité, donc des tilts dans les portefeuilles. Plutôt, voilà, on élimine les entreprises les moins vertueuses. Donc c'est un petit peu un mix, si je comprends bien, entre à la fois exposition globale à long terme et puis, parce qu'on parlait de l'or, un peu des solutions défensives, quoi. C'est optimiste prudent, quoi. Pour compléter en fait ce panorama, donc au-delà des actions c'est quasi structurel aussi sur les ETF. On utilise les ETF pour les actions, pour investir sur du long terme. On a effectivement des flux positifs sur les bons du Trésor américain de courte duration. Donc on en parle régulièrement sur ce plateau. Vous savez que la Fed, donc l'agence centrale bancaire, Banque centrale américaine, est sur une forme de démarrage de baisse, d'assouplissement monétaire qui a démarré. Et effectivement, dans ce cadre-là, il y a beaucoup d'incertitudes sur jusqu'où ils vont aller et le rythme, etc. Et donc, il est souvent prudent, si en plus on souhaite le déployer après sur des actions ou pas, d'être mobile, de prendre en fait des maturités courtes. Comme ça, il y a moins de risques et il y a plus de liquidité, effectivement. Et donc, c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été, du coup, ce que témoignent en fait les flux. Et à côté de ça, il y a effectivement l'or. Donc là, on va pas parler de la performance et des cinquantaines de records après ont été battus par l'once quasiment tous les jours en ce moment, on peut le dire. Exactement. Et effectivement, l'or papier est assez utile en
moyen de Oui. pouvoir investir sur cette classe d'actifs sans devoir le stocker soi-même. Mm. Et effectivement, on est sur une année record avec plus de 50 milliards à l'échelle globale. 50 milliards, c'est Incroyable. beaucoup, Ouais. parce que c'est plutôt au travers des ETP des investissements de particuliers. Oui. Donc c'est un chiffre qui est à mettre au regard en fait de l'épargne qui est investie. Et donc ça marque un record. Le précédent record, qui n'était pas si loin, Mhm. à 45 milliards, était en 2020. D'accord. Et en fait, vous voyez bien que c'est marqué par les crises. Ouais. Covid 2020, 45 milliards. Là, on a une forme d'instabilité Oui. géopolitique. Même si ça ne se ressent pas dans les indices, mais beaucoup d'incertitudes, de tensions, quoi. Ouais. Beaucoup d'incertitudes et donc valeur refuge Ouais. au travers de l'or. Bon, intéressant. Si on fait maintenant, si on regarde ce qui se passe de l'autre côté, de quoi se sont-ils détournés au troisième trimestre? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Alors, ce qui a moins bien marché, c'est effectivement sur le front obligataire. Je disais, en fait, quand on regarde le marché dans sa globalité, on a plus d'émissions d'emprunts d'entreprises et de gouvernements que même d'actions. Mhm. Donc là, on a parlé beaucoup d'actions Oui. à l'arrivée. Et donc, effectivement, il y a eu un retrait de prise de participation sur des ETP de dette, donc des ETP obligataires. On a en premier lieu la dette d'entreprises américaines Mhm. de qualité, européennes, pardon, de qualité. Ouais. Sur lesquels on a un retrait de l'ordre de, je crois que vous avez sur les slides, de l'ordre un peu plus de 1,2 milliard, c'est ça, de voilà, dollars? un peu plus d'1 milliard. Et donc là, en fait, la raison aussi pour ce retrait, c'est que, un, il y a déjà un attrait pour les actions. Donc, quand on veut prendre du risque, on peut le faire là-dessus. Oui, bien sûr. Et deux, on a une maturité sur ces ETP obligataires assez longue. D'accord. C'est-à-dire qu'on prête de l'argent sur du très long terme Oui. et il y a beaucoup d'incertitudes sur les taux. Eh oui. Et en fait, cette incertitude sur les taux à long terme, elle est dirigée, un petit peu par ce qui se passe sur les banques centrales, Mhm. où là, on sait à peu près où est-ce qu'on en est en Europe. Oui. Par contre, sur aussi le déficit Oui. des différents pays Mm. ou entreprises à long terme, sur lesquels là, il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, du coup, il y a eu... Il y a un arbitrage qui est fait spontanément Il y a là-dessus. une forme de prise de bénéfices aussi sur des choses qui ont bien fonctionné. Donc, voilà, Ça, c'est côté européen. Ça, c'est côté européen. Oui. On a aussi également aux États-Unis, donc Oui. en dollars, à la fois sur des ETP de haut rendement. Donc là, on reste toujours sur l'obligataire. D'entreprises, mais des entreprises qui sont de moins bonne qualité, D'accord. Ouais. sur lesquelles il y a eu un retrait. Et là, en général, c'est plutôt à mettre au rapport avec la situation économique de ces entreprises. Et donc là, on ne parle pas sur le segment des méga entreprises qui, eux, n'ont pas besoin d'emprunter, ou en tout cas, si elles empruntent, c'est l'optimisation et elles ont quoi rembourser. On parle sur vraiment le segment d'après, où effectivement, s'il y a un retournement et une dite récession, c'est effectivement là qu'il y aura le plus de casse. Donc ça, c'est ce qu'on a vu derrière. Je l'évoquais, il y a eu de l'intérêt pour les bons du Trésor à très court terme. En troisième catégorie, on va voir des bons du Trésor plutôt de moyen terme. Donc 1 à 3 ans en l'occurrence en termes de flux négatifs, avec 643 milliards de sorties, et en fait, millions pardon, de sorties. Et en fait, pourquoi le 1 à 3 ans, c'est pour les incertitudes que j'évoquais sur le parcours de la Fed. Oui. Et donc, là aussi, le rythme, aujourd'hui il y a un rythme qui est anticipé par les opérateurs de marché, qui est assez soutenu dans la baisse. Et donc ça peut vouloir translater de dire est-ce qu'on va aller aussi loin ou pas. Donc il y a eu ce repositionnement sur les durations courtes. Et enfin, la dette émergente locale, qui est donc un ETF aussi qui est très utile parce que c'est en général des marchés qui sont difficilement accessibles, avec des rendements très élevés. Donc cette fois-ci, on a eu effectivement des retraits de l'ordre de 350 millions de dollars sur la période. Et donc là, je le rapprocherai plutôt d'une prise de bénéfices. D'accord. Notamment parce que, comme vous le savez, le dollar a eu un parcours plus compliqué cette année, ce qui a renforcé en fait
les pays émergents, notamment sur les émissions en devises locales. Il y a eu beaucoup de flux positifs qui ont accompagné en fait ces bonnes performances. Et donc là, il y a un petit reflux. Petite prise de bénéfice sur quelque chose qui a bien fonctionné. Arnaud, qu'est-ce que ça nous dit potentiellement, ce bilan du trimestre à venir? Moi, je sens à la fois encore de la confiance de la part des investisseurs, une certaine capacité à accepter le risque, et puis malgré tout, voilà, toujours cette incertitude qui reste devant nous. Oui, je l'évoquais, donc on est maintenant dans une forme de continuité où il y a eu un appétit pour le risque très soutenu. Il y a eu effectivement un petit ralentissement au deuxième trimestre que j'ai évoqué, mais qui est resté positif de par le contexte. Mais on voit très nettement cet appétit se poursuivre. En tout cas, il n'y a aucun signe dans le bilan du troisième trimestre qui nous laisserait indiquer le contraire. Les prises de position, je l'évoquais sur la partie obligataire. Celle-là, elle est plutôt en fait en attente sur du très court terme, avec des rendements qui sont ceux dictés par les banques centrales et la possibilité d'être très réactif. Donc là aussi, en fait, ce n'est pas un signe de prudence outrancielle, c'est aussi potentiellement pour être prêt. C'est la partie des opportunités, oui, bien sûr. Et par contre, le troisième élément très intéressant, c'est sur l'or et ce besoin de diversification. C'est un message peut-être ennuyeux parce que je pense qu'on l'a donné peut-être 72 millions de fois sur ce plateau, mais ça marche. Ça marche et on l'a bien vu en fait, il y a des actifs décorrélants qui ont un parcours particulier, l'or en étant un. Au moment où ça va pas, ça va bien marcher. Donc je dis pas que c'est ça c'est pas la solution miracle, la panacée universelle, mais mais en tout cas on a vu effectivement dans certaines proportions une forme de diversification allouée au travers de l'or, cette matière refuge qui, comme certains le disent, n'est la dette de personne. La formule est intéressante. Et en tout cas, effectivement, la nécessité toujours d'en avoir une petite partie dans son allocation d'actifs. Merci beaucoup Arnaud pour ce bilan. On se retrouve dans 3 mois pour regarder ce qui s'est passé. Bilan de l'année. Bilan de l'année. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.